ma famille m'a abandonné lors d'un voyage estival, comme une blague cruelle? Riant alors qu'il s'éloignait en voiture en disant « Voyons si elle est capable de gérer ça. » Je ne suis jamais revenu. Et 15 ans plus tard, quand ils m'ont enfin retrouvé, ce que je suis devenu les a laissés totalement sous le choc. Les feux stop ne se sont jamais allumés. Je suis resté debout au milieu d'une route poussiéreuse dans les terres arides de la Camargue, à 14h45. Regardant l'arrière du SUV familial s'amenuiser dans le miroitement de la chaleur. J'attendais le moment où il s'arrêterait. Le moment où quelqu'un dans cette voiture dirait « Bon, ça suffit. Fais demi-tour. » Le moment où ma mère regarderait par la vitre arrière, me verrait là, avec mon sac à dos dans la poussière, et se dirait « Pas à ce point. Pas vraiment jusqu'ici. » Le SUV a tourné au bout de la route. Disparu. Le désert ne s'en souciait pas. Il pressait juste sa chaleur contre mon visage et attendait. J'avais 17 ans. J'avais la moitié d'une barre de céréales, 2 t-shirts, une bouteille d'eau déjà au 3/4 vide, et un téléphone avec 4% de batterie que j'avais utilisé pour prendre exactement une photo avant que l'écran ne devienne noir. La photo était celle de la plaque d'immatriculation du SUV. Je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. Un instinct, un réflexe qui a compris avant moi que ce qui venait de se passer n'était pas une blague avec une chute, que la chute, c'était moi, que j'étais déjà au cœur du piège. Je me suis assise dans la poussière à côté d'eux. Mon sac à dos, celui que Richard avait jeté du véhicule après que je me sois plainte que Masson avait renversé toute une canette de soda dedans, trempant mes vêtements, mon journal intime, le livre de la bibliothèque que je lisais. Et j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier et pour lequel je ne me suis jamais excusé. J'ai pleuré pendant exactement 11 minutes. Puis j'ai arrêté. Parce que l'eau que je perdais en larmes était une eau que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Et parce que quelque chose avait bougé dans ma poitrine. Durant ces 11 minutes, quelque chose s'était posé, refroidi et durci en une forme que je ne savais pas encore nommer. J'ai ramassé mon sac à dos. J'ai commencé à marcher. Laissez-moi vous dire qui j'étais avant cette route, car c'est essentiel pour comprendre ce que la route a fait de moi. Mon nom légal, celui qui figure sur les accréditations que je porte aujourd'hui, est Aaron Voss. Voss était le nom de mon père. Ce père qui est mort d'une crise cardiaque quand j'avais 9 ans. Ce père qui était calme, méticuleux, qui gardait un bocal de bonbons à la menthe sur son bureau et qui m'appelait sa meilleure chercheuse parce que je passais mes samedis après-midi à la bibliothèque à chercher des informations juste par curiosité. Après sa mort, ma mère, Linda, est devenue quelqu'un que je ne reconnaissais pas tout à fait. Pas immédiatement. Le deuil se fait par étapes, mais progressivement, au cours des 2 années entre sa mort et son mariage avec Richard Callaway. Elle est devenue une femme qui avait besoin qu'on la regarde en permanence. Richard lui offrait cela. Richard était bruyant, imposant, et possédait ce don particulier de faire croire à son entourage que son attention était une ressource généreusement distribuée. Et ma mère a confondu cette qualité avec de la force. Richard avait un fils, Masson, de 14 mois plus jeune que moi, ce qui signifiait que nous étions dans la même classe pendant 2 ans, une cruauté en soi sur laquelle je ne m'étendrai pas. Masson avait le don de son père pour attirer l'attention sans en avoir la compétence de base, ce qui le rendait plus dangereux, un peu comme un petit feu dans un espace clos et parfois plus dangereux qu'un grand brasier en plein champ. Ma cousine Brooke, la fille de ma tante, avait 2 ans de plus que moi et voulait être réalisatrice de documentaires depuis ses 13 ans. Elle avait un réflexe Canon reçu à Noël qu'elle trimballait partout avec l'importance personnelle de quelqu'un qui confond filmer des événements et les comprendre. Elle riait de presque tout, ce qui semble chaleureux jusqu'à ce qu'on réalise que son rire était une sorte d'autorisation qu'elle s'accordait, si c'était drôle,
ce n'était pas cruel, si elle riait, elle n'était pas complice. J'avais vécu dans cette famille pendant 6 ans à l'été de mes 17 ans. J'avais appris ses rythmes et ses cruautés spécifiques. J'avais appris quelles batailles étaient gagnables, lesquelles étaient tolérées, et lesquelles étaient simplement absorbées jusqu'à ce qu'elles deviennent le paysage de votre vie. Je n'étais en rien une adolescente difficile. J'étais calme, autonome, j'avais de bonnes notes et je restais à ma place, ce que Richard interprétait comme de la froideur, ma mère comme de l'ingratitude et Mason comme une invitation. Les vacances dans le sud étaient un cadeau pour mon bac. L'idée de Richard. Un road trip, les gorges du Verdon, les paysages sauvages. Ma mère l'a présenté au dîner comme une faveur, et j'ai dit merci, sincèrement, et c'est encore ce qui me fait mal parfois, dans le noir. J'étais reconnaissante. Je voulais que ça se passe bien. J'aurais dû savoir dès le premier matin que ça n'allait pas être le cas. Le premier signe est apparu le 2e jour près de Montpellier. Nous étions arrêtés dans un relais routier et j'avais commandé un café. Je buvais du café depuis mes 15 ans. Noir, une habitude prise en lisant tard. Richard a fait une remarque. Rien de dramatique. Un regard échangé avec ma mère. Un petit sourire partagé. Elle se croit tellement grande. Je me suis dit que ce n'était rien, juste l'irritabilité liée à la route. Le SUV était bondé et la climatisation faisait un bruit de chat asthmatique. Et Mason avait déjà fait 3 choses ce matin-là qui m'avaient forcé à choisir consciemment de ne pas réagir. Le 2e signe est arrivé le 3e jour. Nous étions sur une aire de repos et je suis retourné à la voiture chercher mon journal pendant que les autres étaient aux tables de pique-nique. À mon retour, Brooke avait son appareil photo braqué sur moi à quelques mètres. « Qu'est-ce que tu filmes ?» ai-je demandé. « Juste le paysage », a-t-elle répondu. Mais elle n'a pas baissé l'appareil. J'ai regardé Mason. Il souriait en regardant son téléphone. Je me suis assise. Je me suis dit que Brooke filmait tout. Ce n'était pas dirigé contre moi. Le 3e signe, c'était le soda. Nous étions de retour dans le SUV, sur une route isolée, sous un ciel bleu intense. Mason s'est penché par-dessus le siège arrière avec une canette ouverte et l'a vidée directement dans mon sac à dos, avec le naturel concentré et délibéré de quelqu'un qui a décidé que les conséquences en valaient la peine. Mon journal, mes vêtements. Le livre de la bibliothèque, une première édition dédicacée qu'une professeure m'avait prêté. J'ai dit quelque chose. Je ne me souviens plus des mots exacts, mais je sais que j'ai gardé une voix égale, ce qui, avec Mason, était toujours le mauvais choix, car pour lui, les voix calmes sonnaient comme de la faiblesse. Je me suis adressé à Richard, pas à Mason, car Richard était l'adulte. Richard m'a dit de me calmer. Puis il a arrêté le SUV et a jeté mon sac dans la poussière. Puis il est remonté. Ma mère m'a regardé à travers la vitre. Les lunettes de soleil qu'elle portait ce jour-là étaient grandes. Sombres, le genre d'accessoire qui est une forme de non-participation. Et sa voix était celle qu'elle utilisait quand elle avait décidé qu'une situation était de mon ressort. Peut-être que ça t'apprendra à ne pas gâcher les vacances de tout le monde. La tête de Mason est apparue au-dessus d'elle. Voyons si elle sait se débrouiller, a-t-il dit. Il arborait son sourire habituel, celui de quelqu'un qui n'avait jamais eu à affronter les conséquences de ses actes. L'appareil de Brooke était déjà levé. J'ai vu la petite lumière rouge de l'enregistrement. J'ai attendu. Le SUV a repris la route. J'ai attendu. Les feux stop ne se sont jamais allumés. Voici ce que le désert a fait et n'a pas fait. Il ne m'a pas tué. C'est le fait fondateur. Ce sur quoi tout le reste
est bâti. Ce qu'il a fait, c'est m'instruire. La première heure, j'ai marché vers l'est. Puis j'ai réalisé que je ne savais pas où cela menait, alors j'ai fait demi-tour. La deuxième heure, la chaleur a changé de registre. Ce n'était plus la chaleur sèche et agressive de midi, mais cette lourde chaleur de faim d'après-midi qui pèse sur vos épaules comme un fardeau. J'ai trouvé un peu d'ombre sous un surplomb rocheux, je me suis assise le dos contre la pierre. Je me suis forcé à boire lentement, rationnant l'eau comme on le fait quand on ne sait pas combien de temps elle doit durer. Mon téléphone était mort. La barre de céréales a disparu à la 3e heure. J'ai trouvé une clôture pour le bétail au crépuscule, des piquets de bois usés, et je l'ai suivi, car une clôture signifie une activité humaine. Je ne sais pas combien de kilomètres j'ai parcouru avant que mes jambes ne cessent de coopérer. Je me souviens que le sol s'est rapproché. Puis je me souviens qu'il était contre ma joue. J'ai repris conscience avec de l'eau dans la bouche. La femme qui me faisait boire, avec une gourde en aluminium bosselé, était petite, la soixantaine, les cheveux grisonnants, avec ce calme imperturbable des gens qui ont déjà fait face à des urgences. Elle s'appelait Ruth. J'ai appris plus tard qu'elle élevait des bovins sur un domaine familial à 3 kilomètres de là et qu'elle faisait sa ronde du soir lorsqu'elle a remarqué quelque chose près du poteau qui n'avait pas la forme d'un rocher. Cette chose, c'était moi. La maison de Ruth était petite, propre, et sentait le bois brûlé et le café. Elle m'a donné à boire, puis une soupe, puis encore à boire. Et elle ne m'a pas posé de questions avant le 2e jour. Et quand elle l'a fait, sa voix était celle d'une personne qui veut des faits, pas une histoire. Où est ta famille? Je lui ai tout raconté. Du début à la fin. Ruth a écouté sans interrompre. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un moment. Puis-je utiliser votre téléphone? Ai-je dit. Je veux appeler la police. Elle m'a tendu le téléphone. L'officier qui est venu le 3e jour était un capitaine de gendarmerie, 45 ans, avec le comportement d'un homme qui pense que la plupart des situations se règlent avec de la paperasse. Il est arrivé à la porte de Ruth, et quand il m'a vu, il a eu une expression étrange. Pas de soulagement. Pas l'expression de quelqu'un qui a trouvé une personne disparue, quelque chose de plus complexe. Aaron Callaway, a-t-il dit. Oui. Votre mère a déposé une main courante. Elle dit que vous êtes parti après une dispute. Volontairement. Je l'ai fixé. Il avait son dossier en main. Ce n'est pas ce qui s'est passé. J'ai dit, pouvez-vous me dire ce qui s'est réellement passé? Je lui ai tout dit. Il a pris des notes. Il a demandé le sac à dos. Celui qui était encore imprégné de soda, et je le lui ai donné. Il a demandé des témoins. J'ai parlé de la caméra de Brooke. Il a hoché la tête, très prudent. Il a pris ma déclaration. Il a dit que quelqu'un me recontacterait. Il est reparti. 2 jours plus tard, il est revenu. Votre beau-père a fourni une déclaration. A-t-il dit. Il regardait son dossier, une manie quand il ne voulait pas regarder quelqu'un. Il dit que vous aviez des problèmes de comportement pendant le voyage. La vidéo de votre cousine vous montre en train de crier après la famille avant l'incident. Avant, ai-je dit. Qu'est-ce qu'elle montre? Après? Il est resté silencieux. L'enregistrement s'arrête là, a-t-il dit. J'ai compris alors. Pas toute la vérité, cela prendrait des années, mais assez. L'enregistrement s'arrêtait là parce que Brooke l'avait monté, parce qu'il avait eu 3 jours pour se concerter, parce que Richard avait passé des coups de fil et que ma mère avait pleuré sur commande. L'histoire était déjà écrite quand on m'a retrouvé. Ma mère savait où j'étais, et elle n'est pas venue. Le capitaine a regardé son dossier une dernière fois. Je vais
Recommandez un signalement aux services sociaux, a-t-il dit. Et il est parti. Ruth l'a regardé partir par la fenêtre de sa cuisine. Il ne t'aidera pas, a-t-elle dit. Pas méchamment, juste factuellement. Non, ai-je dit. Que vas-tu faire? Je me suis assise à sa table. J'ai regardé mes mains. Elle était stable, ce qui m'a moins surprise qu'une semaine plus tôt. Je ne retournerai pas là-bas, ai-je dit. Jamais. Ruth m'a observé longuement. Alors tu devras construire quelque chose de nouveau. Je sais. Elle a versé 2 cafés. Elle a mis une tasse devant moi. Commence par ce pourquoi tu es doué, a-t-elle dit. J'ai pensé au bocal de menthe de mon père, au samedi à la bibliothèque à chercher des choses parce que je voulais savoir. À ces années passées à être la personne dans la pièce qui remarquait tout avant les autres. Et ne disait rien parce que dire les choses avait un prix que je n'avais pas encore les moyens de payer. Je suis doué pour trouver les choses, ai-je dit. Et pour être patiente. Ruth a hoché la tête lentement. Ce sont les 2 choses les plus importantes. Je ne vais pas compresser 12 ans en un paragraphe parce qu'il ne le mérite pas. C'était 12 ans de travail réel. De difficultés réelles et de choix réels. Et ils m'appartiennent d'une manière que rien de ce que ma famille a pu me faire ne pourra jamais m'enlever. Ce que je vais vous dire, c'est la structure de tout cela. J'ai quitté le système de protection de l'enfance à 18 ans, ce qui semble sinistre l'est effectivement. Le système vous rejette dans une ville avec 500 € en poche et une carte de bus. J'avais un baccalauréat passé par correspondance et une lettre de recommandation d'une assistante sociale nommée Hélène, le genre de femme dont les rapports sonnaient comme des dossiers judiciaires, et elle le pensait comme la plus grande forme de bienveillance. Cela m'a aidé à obtenir une bourse partielle pour l'université. J'ai fait des études de droit pénal. J'ai pris une option en comptabilité parce que j'avais découvert que les documents financiers racontent des histoires tout comme les preuves physiques. Ils ont leur propre empreinte digitale, leur propre chaîne de possession, leur propre façon de vous montrer où quelqu'un a essayé de cacher quelque chose. J'ai obtenu mon diplôme en 3 ans et demi. J'ai postulé à la police judiciaire à 24 ans. J'ai intégré l'école à 25. J'ai été affecté à l'unité des crimes financiers. Au bureau de Lyon à 26 ans, ce qui semblait être le sens de l'humour particulier. De l'univers concernant la géographie. J'avais 29 ans quand le dossier a atterri sur mon bureau. Le fichier était signalé par un système automatisé qui surveille les irrégularités dans les subventions fédérales. La subvention en question était une aide au développement local. 2,3 millions d'euros distribués sur 4 ans à un consortium à but non lucratif pour le logement social. L'un des partenaires était une association appelée Bring Our Home Foundation. J'ai lu ce nom 2 fois. Puis une 3e fois, très lentement. La façon dont on lit quelque chose quand le cerveau insiste pour dire que les yeux ont fait une erreur. Ramener Aaron à la maison. Mon visage, mon nom, ma disparition. Ma mère l'avait fondé à l'automne de l'année où j'ai été abandonné. 6 semaines après le dépôt de plainte, alors que je vivais dans la chambre d'amis de Ruth. Mangeant de la soupe et apprenant à être une personne différente, elle l'avait lancé comme une organisation de défense des personnes disparues. Ce qui semble légitimement charitable jusqu'à ce qu'on comprenne que la personne disparue n'était jamais vraiment portée disparue de la manière décrite par ma mère, et que ma mère savait que j'étais en vie 1 an après ma disparition, comme je le découvrirai plus tard. Je suis resté assise avec le dossier pendant un long moment. Puis je suis allé voir mon supérieur. Il s'appelait le commissaire David Reyes. 23 ans dans la police, spécialiste des crimes financiers. Le genre d'homme qui lit une situation à travers les documents avant de la lire à travers les gens. Je dois signaler un conflit d'intérêts, ai-je dit.
J'ai posé le dossier sur son bureau. J'ai posé mon propre dossier de personnel à côté. J'ai pointé le nom dans l'enregistrement de la subvention, puis mon nom dans mes documents administratifs. Il a lu les deux. Il a levé les yeux. La fondation a été nommée d'après vous, a-t-il dit. Oui. Et vous pensez qu'il y a une fraude dans la structure de la subvention? Je pense que la structure justifie une enquête. Je ne peux pas être celle qui l'amène. Il a gardé le silence un moment. Personne ne connaît cette famille mieux que vous, a-t-il dit. Non, personne ne mène une enquête sur sa propre famille, ai-je dit. Non, a-t-il répondu. Mais personne ne connaît mieux les points d'entrée non. Plus. Vous divulguez, vous documentez chaque interaction, vous travaillez au côté d'un enquêteur principal sans lien personnel, et vous restez disponible. Comme ressource. Il a regardé le dossier à nouveau. C'est votre décision. Voss. Mais je préfère vous avoir dans la tente en me disant où sont les trous. Qu'à l'extérieur. J'ai regardé la fenêtre, le ciel de Lyon, le paysage. Au-delà. Donnez-moi un co-enquêteur, ai-je dit. Quelqu'un de gradé. C'est bon. J'ai ramassé le dossier. Une chose encore, ai-je ajouté. Il existe une séquence brute d'une caméra grand public filmée il y a 12 ans que je crois être encore en existence. J'ai besoin d'un mandat. Reyes m'a regardé. Rédiger l'affidavit. Je l'ai écrit cette nuit-là. 11 pages, avec des dates, des noms et des assertions factuelles spécifiques que je portais dans ma mémoire. Depuis 12 ans avec la fidélité particulière de quelqu'un qui avait compris très jeune que son récit était le seul et devait rester intact. L'enquête a duré 11 mois. Mon co-enquêteur était le commandant Marcus Webb, 31 ans de carrière. Spécialiste en criminalité en col blanc. Il était méthodique, juste, et n'avait aucune opinion sur ma famille au-delà de ce que les documents lui disaient, qui était exactement ce dont j'avais besoin. Ce que les documents lui disaient était accablant. La fondation avait reçu sur 15 ans environ 4,1 millions d'euros en dons et subventions. Environ 1,7 million étaient documentés comme dépenses légitimes. Le reste avait été transféré via une série de contrats de conseil vers des comptes connectés à l'entreprise de développement de Richard, la société de production de Brooke, et une agence de gestion immobilière opérée par Mason. L'entreprise de Richard avait reçu 340 000 € en frais de conseil. Il avait fourni 3 rapports que l'équipe de Webb a trouvé être des copies quasi conformes de documents publics accessibles en ligne. La société de Brooke avait reçu 218 000 € pour des services de production documentaire. Son travail consistait en une série de vidéos sur ma disparition qui avait cumulé 140 000 vues en 12 ans. L'agence immobilière de Mason avait reçu 890 000 € via les subventions de la fondation. Les logements construits avec ces fonds étaient listés comme sociaux, mais étaient loués au prix du marché, voire plus cher. Mon visage était sur les affiches de collecte de fonds. Mon nom était dans les statuts comme bénéficiaire de la mission caritative. 15 ans de dons de personnes qui pensaient aider à retrouver une fille disparue. Une ancienne comptable, Teresa Wang, qui avait quitté la fondation en 2021 et avait, par prudence, gardé des copies des documents financiers internes, a fourni des témoignages confirmant que ma mère avait reçu un rapport de détective privé. En 2012, 4 ans après ma disparition. Confirmant que j'étais enviée. Inscrite à l'université. Elle n'avait rien dit aux autorités. Elle n'avait pas mis à jour les documents de la fondation. Elle avait continué à collecter des fonds. Un ancien adjoint du procureur a fourni une déclaration sous serment, indiquant que Richard Callaway avait appelé les services 2 fois dans la semaine suivant ma disparition, et qu'il y avait eu une pression interne pour ne pas classer l'affaire autrement qu'en fugue. Le responsable de l'époque, nouveau dans ses fonctions, s'était laissé manipuler.
Il a décrit cela dans sa déposition comme la décision qu'il regrettait le plus dans sa carrière. Le mandat pour les images brutes de Brooke a été exécuté en février. Le disque dur portait l'écriture de Brooke, Summer Breakdown Raw. Elle l'avait gardé pendant 12 ans. Webb et moi avons regardé les images ensemble dans une salle de conférence, un mardi matin. Il prenait des notes. Je regardais. Là, j'avais 17 ans. De la poussière sur mes genoux là où je m'étais rattrapé quand le sac avait touché le sol. Ma voix sur la caméra n'était pas les cris hystériques que la version montée de Brooke laissait entendre. Elle était mesurée, bouleversée. De la manière spécifique de quelqu'un qui a été poussé au-delà d'un seuil qu'il gérait depuis longtemps. Le SUV est parti. La séquence a continué à enregistrer. Pendant 23 minutes après, à l'intérieur de la voiture, avant que Brooke ne pose l'appareil. La voix de Richard, à la 16e minute, devrait-on retourner? La voix de ma mère, immédiatement, sans hésitation, pas avant qu'elle ait assez peur. Puis Mason, et si elle parle à quelqu'un? La voix de ma mère. Encore. La voix que j'avais entendue dire, peut-être que ça t'apprendra. La voix qui était passée aux informations locales, éclatante de chagrin. Calme. Certaine. La voix de quelqu'un qui avait fait son calcul et était arrivé à ça. Réponse, qui la croirait? Webb a posé son stylo. Il m'a regardé. Mon visage était totalement immobile. Je m'étais préparé à ce moment. J'avais su, à un certain niveau depuis mes 17 ans, que cet enregistrement existait, et j'avais décidé bien avant cette salle que je n'allais pas donner à ces 23 minutes plus que ce qu'elles avaient déjà pris. Ça suffit, a dit Webb. Oui, ai-je dit. C'est tout. La salle d'interrogatoire avait une table en acier, des enregistreurs et une caméra fixée au plafond. Elle sentait l'air recyclé et le produit nettoyant. J'avais été dans des salles comme celle-ci bien souvent. Je n'avais jamais été dans une salle où les personnes en face étaient ma famille. Je suis entré en portant mon tailleur bleu marine et le badge que j'avais gagné. Avec 12 ans de travail qui avait commencé sur une route poussiéreuse. J'ai observé leur visage. Ma mère a eu un souffle court. Elle avait vieilli. Bien sûr. 15 ans. Mais ce vieillissement était aussi quelque chose de spécifique à ce moment. La façon dont un visage vieillit en une seconde quand l'histoire qu'il racontait s'effondre. Richard est devenu livide. Brooke a regardé le sol. Dès que je suis entré, Mason m'a fixé. Son expression a traversé plusieurs stades, reconnaissance, calcul, puis quelque chose qui était presque, mais pas tout à fait, de la peur, car Mason n'avait jamais intériorisé le fait que la survie des autres ne tournait pas autour de lui, et ma présence dans cette salle, dans cette fonction, était pour lui un affront personnel. Aaron, a dit ma mère, un murmure. Mon nom légal est Aaron Voss, ai-je dit. Je me suis assise en face d'eux. Voss était le nom de mon père. Je l'ai pris à mes 18 ans. Ses yeux se sont remplis, ses larmes. Je les avais regardés à la télévision depuis le canapé de Ruth quand j'avais 17 ans. Je les avais vus les produire sur commande pour une caméra, et les voir maintenant dans cette salle a eu exactement l'effet attendu, aucun. Je pensais que tu étais morte. A-t-elle dit. Non, tu ne le pensais pas, ai-je dit. Teresa Wang a témoigné que vous aviez reçu un rapport de détective privé en 2012 confirmant que j'étais en vie et inscrite à l'université. Vous ne l'avez pas signalé. Vous n'avez pas mis à jour les documents de la fondation. Vous avez continué à accepter des dons pendant 7 ans après avoir su. Elle a ouvert la bouche. Je ne suis pas ici pour cette conversation, ai-je dit. Les procureurs le sont. Richard s'est penché en avant. Il avait l'expression d'un homme qui a
Passer 15 ans comme l'autorité dans chaque pièce où il est entré et ne peut pas se recalibrer assez vite. Tu n'as aucune idée de ce qui s'est réellement passé. Sur cette route, a-t-il dit. J'ai les images originales, ai-je dit. Brooke a sursauté. La procureure, Janet Flor, 14 ans d'expérience en fraude financière, a appuyé sur lecture sur l'ordinateur. La salle a regardé la version de mes 17 ans debout dans la poussière alors que le SUV s'éloignait. Puis les images ont continué. 16 minutes. La voix de Richard. Devrait-on retourner? Ma mère. Pas avant qu'elle ait assez peur. Mason. Et si elle parle? Ma mère. Qui la croirait? La salle est devenue absolument silencieuse. Ma mère a fermé les yeux, non pas de chagrin, mais de la manière d'une personne qui vient de comprendre qu'une chose qu'elle pensait enterrée était en surface depuis le début. Richard regardait le mur, vide. Sa suffisance l'avait complètement quitté, ce qui le faisait paraître plus petit, ce que je n'avais pas anticipé, et je n'ai rien ressenti. Mason a grogné quelque chose. Une insulte, basse et laide. Brooke pleurait dans ses mains. Je veux être précise sur les larmes de Brooke car elles étaient différentes de celles de ma mère. Elles étaient réelles, non pas pour moi, mais pour elle-même, pour le disque dur qu'elle avait gardé pendant 12 ans de preuve de sa propre complicité. Les larmes réelles ne sont pas une absolution, mais c'est une autre catégorie. La procureure a fermé son ordinateur. J'ai regardé chacun d'eux, un par un. Ma mère, Richard, Brooke, Mason. J'avais pensé pendant des années que ce moment ressemblerait à quelque chose de grand. Que le poids de 15 ans exigerait. Un sentiment fort. Ce n'était pas le cas. C'était simplement exact. La façon dont un document est exact. La façon dont une chronologie est exacte. Vous m'avez laissé sur cette route en espérant que la peur me rendrait plus petite. Ai-je dit. Félicitations. Vous avez fait de moi une policière fédérale à la place. Je me suis levé. Je me suis dirigé vers la porte. Derrière moi, j'ai entendu la chaise de Mason racler. Un dernier réflexe. Défiance, mépris, ce sourire qui était la position de repos de son visage depuis ses 14 ans et qui n'avait jamais été assez contesté pour disparaître. Je me suis arrêté à la porte. Je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin, car je l'ai entendu. J'ai entendu le sourire s'effondrer complètement dans le silence, dans l'absence de la chose suivante qu'il allait dire, dans ce calme oppressant d'une personne qui n'a plus d'espace et qui le sait. Je suis sorti. Les charges ont été déposées en mars. Ma mère a été inculpée pour fraude, déclaration mensongère et détournement de fonds caritatifs. Elle a plaidé coupable en novembre en échange d'une peine réduite de 4 ans. Richard a été inculpé pour fraude à la subvention fédérale, association de malfaiteurs et obstruction à la justice. Son procès a duré 8 jours. Il a été condamné à 7 ans. Mason a été inculpé pour fraude au logement social. Les 890 000 € détournés faisaient partie d'une ordonnance de restitution. Il a reçu une peine de 4 ans. Brooke a passé un accord de coopération. Sa peine a été suspendue au profit de 3 ans de mise à l'épreuve, de travaux d'intérêt général et de la remise permanente de tous les matériaux liés au documentaire qu'elle produisait sur ma disparition. Le documentaire, qu'elle avait intitulé « Aaron, une histoire de perte et de pardon », n'a jamais été diffusé. Ruth est venue à Lyon pour les audiences. Elle était assise dans les gradins, petite et calme dans son chemisier turquoise. Plus tard, nous avons dîné dans un restaurant près du tribunal, elle a mangé une soupe et m'a parlé de son bétail et de la façon dont la clôture tenait bon. Je lui ai demandé une fois au cours de ce dîner si elle avait su, quand elle
m'avait trouvé près de sa clôture avec la joue dans la poussière, si j'allais m'en sortir. Elle a regardé son assiette un moment. Je savais que tu allais devenir quelqu'un, a-t-elle dit. La partie sur le fait de s'en sortir. C'était à toi de décider. Je lui rends visite 2 fois par an. J'apporte du café, du bon café, celui que mon père aurait approuvé, et elle prépare la soupe, et nous nous asseyons à la table de la cuisine où je me suis assise pour la première fois à 17 ans, avec des mains stables et une décision qui se formait. Je travaille toujours dans la criminalité financière. Je trouve toujours ce que cachent les chiffres. Je suis meilleur que je ne l'étais, et meilleur que la plupart. Et je sais exactement pourquoi, parce que je comprends de l'intérieur ce que cela donne quand une histoire est construite pour un public plutôt que racontée pour la vérité. Je connais la différence entre un document qui dit ce qui est arrivé et un document conçu pour vous faire croire autre chose. Je le sais parce que ma famille a passé 15 ans à le faire avec mon visage. Ils avaient besoin que je sois parti pour jouer leur scénario. Ce qu'ils n'avaient pas calculé, ce que Richard, ma mère et Mason n'avaient pas envisagé dans leur certitude que personne ne croirait une adolescente, c'est ce qui se passe quand la fille qu'ils ont abandonnée dans le désert décide de devenir la personne qui enquête sur ce genre de certitude. Le désert ne m'a pas rendu en colère. Il m'a rendu précise. Il y a une différence. Je l'ai apprise. Sur une route poussiéreuse, attendant des feux stop qui ne se sont jamais allumés. Et j'ai été reconnaissante pour cette leçon, chaque jour.